Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'enquête très suivie autour du vol des joyaux de la Couronne de France. Depuis le cambriolage dimanche matin au musée du Louvre, les enquêteurs sont mobilisés en nombre pour retrouver les auteurs de ce vol déjà historique. Traces ADN, faisceaux d'indices, quelles sont nos chances de les retrouver? Différentes pistes sont envisagées et elles enflamment les réseaux sociaux. Est-ce le crime organisé? Est-ce un commando d'élite? Complicité en interne? Un commanditaire fortuné? Aucune hypothèse n'est écartée pour le moment. On va en parler ensemble dans une minute avec nos invités autour de la table. En culture, le rêve s'expose au musée Marmottan-Monet dans l'exposition L'Empire du sommeil qui traite de la représentation de nos nuits dans l'art de l'Antiquité au XXe siècle. Ça sera tout à l'heure dans l'entretien culture. De l'art de vivre enfin et le plaisir de la cueillette des champignons en toute sécurité bien sûr avec le fondateur du site Identifier les champignons qui nous livre ses meilleurs conseils. Ça sera en fin d'émission. Dimanche matin, stupeur dans Paris après le cambriolage de la galerie d'Apollon. Les malfaiteurs sont ressortis avec les joyaux de la Couronne de France. Un préjudice maintenant estimé à 88 millions d'euros qui a entraîné dans la foulée une enquête sans précédent et très suivie. Les pistes sont nombreuses, les certitudes, elles, sont plus timides. On va faire le point avec nos invités en plateau. Christian Flech, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de la PJ de Paris. Margot Dadémar, journaliste société au Figaro, en visio avec nous. Benoît Thiébaut, vous êtes commissaire priseur. On aura besoin de votre expertise tout à l'heure. Margot Dadémar, je me tourne d'abord vers vous. On va remonter un peu le fil si vous le voulez bien. On va retracer les événements de dimanche matin pour bien comprendre ce qui s'est passé dimanche matin aux alentours de 9h30 au musée du Louvre. Oui, donc il y a 4 individus qui se sont présentés au musée du Louvre munis d'une disqueuse et qui ont volé des bijoux d'une valeur inestimable. Ils ont découpé des vitrines qui étaient censées être blindées. Une alarme aurait été déclenchée, ça c'est encore une question à poser. Et à ce moment-là, ils sont partis en 7 minutes chrono et ils ont pris la fuite. Et on ne sait plus où ils sont aujourd'hui. Et ça nous a valu les moqueries de la presse internationale, ce 7 minutes top chrono pour dérober des pièces qui sont parmi les plus précieuses de notre patrimoine. Vous avez eu raison de le rappeler. On sait finalement peu de choses. On a connaissance de cette nacelle, ce monte-charge, la probabilité qu'il se soit déplacé en T-Max également. Tout de suite s'est posé la question de retrouver évidemment les auteurs de ces vols. On le sait, il faut aller très vite. Ça se joue dans les premières heures. Finalement, on est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour retrouver les bijoux. Je pense que le plus important, c'est de retrouver les auteurs et donc, dans la foulée, d'essayer de retrouver les bijoux. Je pense qu'il faut être vraiment optimiste. On va réussir à retrouver les auteurs. Le parquet de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme, c'est-à-dire c'est une brigade spécialisée de la police judiciaire parisienne. La police judiciaire parisienne, c'est 2200 personnes. Donc, vous voyez, avec des spécialités différentes. Donc, la BRB, Brigade de répression du banditisme, à la fois, ce sont des vrais enquêteurs de police judiciaire, et en même temps, ils ont une connaissance aussi du milieu de l'art. Alors, ensuite, vous avez vu que, parce qu'elle a été largement filmée, que la police technique et scientifique a été mise à contribution de façon massive sur tous les éléments qui ont été trouvés ou abandonnés. Et ensuite, bien sûr, s'il y a besoin de surveillance de filature, les services s'entraînent entre eux pour que, si par exemple la BRI a besoin de faire une surveillance, une filature sur un suspect, il y ait un appui qui soit donné. Donc, à casse du siècle exceptionnel, moyens déployés exceptionnels pour retrouver les auteurs du crime. Vous l'avez dit, plus de 60 enquêteurs, les policiers de la brigade de répression du banditisme, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, en réalité presque tous les services de ce qu'on appelle le 36 Bastion qui sont potentiellement mobilisables et mobilisés sur l'enquête. Ils sont mobilisables, et ça ne veut pas dire que tout le monde est mobilisé. Encore une fois, 2200 personnes, ce ne serait pas nécessaire. Mais s'il y a besoin, les spécialistes, il y a besoin de spécialistes en matière... qui ont des expertises. Exactement. Les expertises sont là et on peut les solliciter. Margot Dadémar, d'expérience, ça reste quand même une épopée pour retrouver d'un côté évidemment les auteurs de ce vol et d'autre part ce qui nous intéresse au premier chef, les joyaux et ce patrimoine inestimable qu'on pense avoir perdu, en tout cas pour le moment. Oui, pour les enquêteurs, chaque minute compte, hein, mais il n'est pas encore trop tard pour retrouver ces objets-là.
Par exemple, rappelons-nous de l'affaire du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où là, on a effectivement 6 kilos de pépites d'or qui ont été volées, d'une valeur de 1,5 million d'euros. Les faits se sont déroulés le 16 septembre dernier, et les enquêteurs ont finalement arrêté une femme 15 jours plus tard, qui était suspectée de ce vol-là, et elle a été mise en examen le 13 octobre dernier, soit un mois après les faits. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. Elle a été arrêtée en Espagne. Oui, en Espagne, effectivement, tout à fait. Je crois que c'est à l'aéroport. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver Bien sûr. Moi, j'ai un autre souvenir d'une bijouterie à Winston qui avait été braquée avenue Montaigne. On a retrouvé les auteurs et une grande partie des bijoux, peut-être plusieurs mois plus tard. Parce qu'entre-temps, les bijoux avaient été planqués. Et permis. Mais si vous n'avez pas d'espoir, il ne faut pas aller à la police judiciaire. À la police judiciaire, ils sont là pour enquêter et pour espérer trouver, et pour mettre tous les moyens pour trouver. Évidemment. Un mot, Benoît Thiébaut, sur finalement ce vol et derrière les conséquences pour ces objets. De nombreux experts disent, de toute manière, c'est déjà fichu, puisque nécessairement ces joyaux ont été dessertis, ils ont probablement déjà été retaillés, et donc ils ne sont pas identifiables et ils sont impossibles à identifier. Est-ce que vous confirmez ces propos ? C'est ce qu'on peut craindre, mais je crois qu'il y a vraiment deux possibilités. Le fait que les bijoux aient été dessertis directement, peut-être même le soir du casse. Et la deuxième possibilité, qui est aussi tout à fait probable, c'est que ce vol soit une commande d'un grand collectionneur qui est, disons, en tout cas peu de scrupules. Et à ce moment-là, les bijoux seront conservés en l'état. De toute façon, effectivement, dessertis, ces bijoux n'ont plus aucune valeur patrimoniale, et en tout cas plus du tout la même importance pour les Français, parce que c'est un vrai choc pour tous les Français de voir ces bijoux disparaître aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des options réelles de revente pour ces voleurs? On sait qu'en l'état, évidemment non, puisqu'ils seraient automatiquement identifiés et donc saisis. Dans la réalité des faits, on sait aussi que ce préjudice qui a été envisagé à 88 millions d'euros ne correspond pas à la valeur réelle de revente potentielle de ces objets. Est-ce que pour autant, on peut les retrouver sur le marché, sur un marché de revente dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, il serait vraiment improbable qu'on le retrouve sur le marché, en tout cas des ventes aux enchères publiques, que ce soit les bijoux en tant que tels, ce qui serait vraiment une idiotie de la part des vendeurs, parce que c'est un casse qui fait, si vous voulez, les unes de la planète. Mais même les bijoux dessertis, parce que les pierres d'importance, en tout cas, ont un ADN, elles ont été étudiées longuement, c'est des pierres qu'on connaît très bien, et donc même une fois retaillées, c'est des pierres qui vont être identifiables. De fait, il faut que tous les professionnels du marché de l'art soient vigilants sur un afflux effectivement de diamants de taille ancienne sur le marché, pour effectivement pouvoir faire des signalements. Mais on fait partie des professions qui sont tout à fait sensibilisées à ça, et on espère que les bijoux n'ont pas été déjà dessertis et qu'on pourra les retrouver en l'état, parce que ça fait vraiment partie de notre patrimoine. Et donc on doit compter sur la vigilance de chacun et sur l'expertise de chacun des métiers qui peut être mobilisé dans cette chasse aux joyaux de la couronne finalement. Bien sûr, mais il est fort probable que ce vol soit une commande et que les bijoux aient été déjà revendus bien avant le casse. On va écouter les propos de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a fait preuve de beaucoup de prudence sur CNews ce matin, tout en affirmant que l'enquête progressait. Je vous propose qu'on écoute le ministre de l'Intérieur. Il y a plus d'une centaine d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. Les indices sur les profils de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Voilà, donc tout est mis en œuvre pour retrouver tout cela. Je ne ferai aucun commentaire sur l'enquête. D'ailleurs, elle progresse, monsieur le ministre? Elle progresse. Madame la procureure de la République l'a dit dans ses communications. Il y a un certain nombre de traces et indices qui ont été relevés. Voilà, elle progresse. Qui mènent vers des pistes circonstanciées? Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Vraiment, je ne vous en dis pas plus. Je reste extrêmement prudent. Beaucoup de prudence dans les propos de Laurent Nunez. Il y a aussi évidemment le secret de l'enquête. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, au moins un casque, un gant des braqueurs auraient été retrouvés. Ça ouvre en tout cas des possibilités sur les traces d'ADN. Vous parliez tout à l'heure des nombreux relevés qui ont été effectués. Ça ouvre quand même la voie à Il faut aussi vous dire qu'on a pu manifestement, d'après ce que j'ai vu, retrouver l'endroit où a été volé le plan incliné, et que là aussi c'est quasiment une deuxième scène de crime. Ce que vous appelez le plan incliné, c'est cette nacelle, c'est ce monte-charge? Voilà, c'est ça. Pardon, mais cette histoire est incroyable. Cette nacelle a été donc dérobée par des individus à quelqu'un qui avait souhaité vendre la nacelle sur le Bon Coin dans la ville de Louvre. Pardon, mais c'est hyper cocasse. Alors, c'est bon à savoir. Est-ce que c'est qui a fixé le lieu du rendez-vous? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Si c'est l'acheteur, c'est un sacré pied de nez, en effet. Donc ça peut nous donner des informations. Cette nacelle aurait dû être brûlée, c'est ça?
Semble-t-il, on a tenté de la brûler et ça n'a pas été possible. En tout cas, tous ces éléments-là, on a maintenant des techniques de révélation des traces papillaires qui sont extrêmement modernes, qui peuvent permettre de prendre un engin comme la nacelle et de l'examiner dans un environnement hermétique en mettant des vapeurs particulières qui peuvent faire ressortir des empreintes digitales. Il y a, ne pas oublier, l'environnement numérique. On a parlé de la vidéo, il y a également tout ce que vous laissez comme trace avec un téléphone. Il y a peut-être aussi l'ADN chimique, une technologie assez particulière. Aujourd'hui, on peut laisser une étiquette chimique sur les objets, notamment sur les pierres. Même si on est équipé de gants, par exemple ? Alors, par exemple, si la personne est équipée de gants et que la pierre a été marquée par un ADN chimique permettant de retrouver l'objet, je parle sous votre contrôle. Oui, mais si ça a été fait, je ne sais pas si ça a été fait. Ouais. Voilà, si ça a été fait, ça permettrait aussi d'identifier. On parlait tout à l'heure de pierres, et est-ce que ce serait possible de les retrouver si elles étaient revendues ? Déjà, si elles étaient retaillées, elles perdraient en valeur, puisque ça enlève de la matière. Et puis aussi, si jamais, effectivement, il y a eu un ADN chimique qui a été collé, si je puis dire, à ces pierres-là, j'imagine que c'est plus facile de C'est une technologie plus récente qu'on a essayé de faire pour lutter contre les vols de bijoux dans les bijouteries. À la sortie de la bijouterie, il y a un moment donné où on mettait une espèce de rideau de pluie. C'était l'ADN qui tombait sur les gens qui partaient. Et c'était surtout sur les gens aussi qu'on voulait, pour les voleurs, on pouvait les marquer avec quelque chose. Vous avez un détecteur et ensuite vous avez un... Qu'est-ce qu'on fait notamment avec les billets de banque, non, dans une technologie un peu plus... Non, c'est autre chose. Les billets de banque, on peut parler de tout un tas de choses, mais les billets de banque, c'est une explosion qui amène de la peinture. D'accord. Et qui fait que le mais billet qui marque définitivement, finalement... Il est inutilisable. Ok. Donc là, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est invisible, qui peut être révélé et qui a une espèce de carte d'identité. Et on sait... Qui ne peut pas être effacé. Oui, enfin, très difficilement, ouais. Et en tout cas, on sait que la personne a été marquée parce qu'elle sort de tel endroit. Ou alors les bijoux aussi. Mais là, vous avez vu que les bijoux eux-mêmes sont expertisés et ils ont même leur propre ADN. Et puis la taille, je comprends que la taille est faite par des joailliers anciens et que ça doit être sans doute une taille différente que des bijoux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. Les scooters T-Max, eux, n'ont pas été retrouvés. On sait seulement que les voleurs auraient emprunté l'autoroute A6. C'est maigre comme information. On imagine que, évidemment, les enquêteurs ont accès à d'autres éléments. Est-ce qu'on a une idée de l'itinéraire ? Mais si vous prenez l'autoroute A6, par exemple, vous pouvez avoir des caméras, vous pouvez avoir des radars. Donc tout ça, c'est des éléments d'enquête très intéressants. Et ça nourrit cette enquête qui progresse. Vous confirmez les propos de Laurent Nunez ? Je ne suis pas là pour confirmer les propos du ministre. Je dis simplement qu'il a parlé d'un braquage. Ce n'est pas un braquage parce qu'il n'y a pas d'armes. Et que bien sûr que tous ces éléments, petit à petit, au fur et à mesure des découvertes, c'est engrangé par la police. Et puis je suis assez optimiste, comme lui d'ailleurs, sur le fait qu'on va retrouver les auteurs. Margot Dademar, un mot sur les pistes, car elles sont, elles, encore très nombreuses. Est-ce qu'on peut imaginer l'hypothèse d'un commanditaire fortuné qui souhaiterait compléter une collection personnelle et s'enrichir ? Alors c'est vrai que l'hypothèse la plus probable, en tout cas la plus sérieuse, semble celle d'un commanditaire qui serait lié peut-être à du crime organisé et qui aurait pu utiliser, en tout cas commander ce vol-là pour du blanchiment. C'est une hypothèse, je crois que c'est l'hypothèse privilégiée des enquêteurs. Après, effectivement, la deuxième hypothèse, c'est une fonte pour de la revente, mais elle semble moins probable parce que les éléments qui ont été volés perdraient en valeur. Mais c'est vrai que cette idée peut-être d'un réseau en tiroir est effectivement l'une des pistes privilégiées. Qu'est-ce qu'on appelle le crime organisé, pour ceux qui nous écoutent ? Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Je pense que les enquêteurs n'ont pas de piste privilégiée parce que ce serait dangereux. La police judiciaire... Le procureur a dit, en tout cas... Tout à fait, d'ailleurs, on va l'écouter dans un instant. Mais elle a dit aussi que quand on commence à se mettre sur une piste, ça veut dire qu'on va éviter de regarder les autres et ça peut être dangereux aussi. Elle n'a pas dit ça sous cette forme-là, mais en tout cas... Il faut considérer toutes les options. Il faut partir sur les éléments qu'on a et ensuite dérouler et ensuite voir vers où ça nous mène. Pour l'instant, ça ne nous mène nulle part, en tout cas pas précisément dans une de ces hypothèses. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas le bilan, et tant mieux. C'est ce qu'a dit aussi le ministre de l'Intérieur. C'est à la procureure de faire la communication sur l'enquête en cours, le moment venu, et je crois que c'est bien que ces éléments soient secrets, confidentiels,
et que ça permette à la police de travailler sans avoir les journalistes sur le dos. Attention, il y a des fausses informations aussi qui circulent. D'où la plateforme de fact-checking qui a été demandée en effet par Rachida Dati, ministre de la Culture. On y reviendra. J'aimerais qu'on écoute la procureure de Paris, Laure Becchio, sur BFM TV, qui s'est exprimée dimanche, le jour du vol des bijoux. Elle a évoqué en effet la possibilité d'un lien avec le grand banditisme et notamment le narcotrafic. On l'écoute. On est dans l'hypothèse d'une criminalité organisée qui peut avoir deux objectifs, soit d'avoir agi au bénéfice d'un commanditaire, soit d'avoir agi parce qu'aujourd'hui, la criminalité organisée dispose de fonds absolument considérables et peut avoir pour objectif d'acheter des pierres précieuses pour pratiquer des opérations de blanchiment. Vous voulez dire que ça pourrait être lié, par exemple, à du narcotrafic ? Tout peut être lié, de nos jours, tout peut être lié à du narcotrafic, tellement les sommes obtenues du narcotrafic sont importantes. Tout peut être lié au narcotrafic. C'est vrai que ça fait partie des pistes qui sont travaillées. Est-ce qu'on peut pour autant occulter la piste d'un commando d'élite à l'initiative d'un pays en conflit avec la France? On connaît les nombreuses tentatives de déstabilisation russe. On sait aussi les menaces qui ont pu être proférées par Netanyahou et d'autres dirigeants. La procureure de Paris n'a pas non plus exclu cette option. On l'écoute à nouveau, Laure Becchio. Le parquet de Paris est bien placé pour travailler sur les ingérences, parce que vous savez qu'un certain nombre de faits qui paraissaient des droits communs ont été déterminés comme étant des faits susceptibles de recevoir la qualification aggravée d'actes d'ingérence. Après, là aussi, ça peut faire partie d'une hypothèse. Une hypothèse supplémentaire. Margot Dademar, cette ingérence russe, on l'a vu, elle s'est imposée dans notre actualité ces derniers mois, notamment en lien avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ça pourrait être aussi finalement l'initiative d'un État ? Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, ce que disait, j'avais écouté hier en intégralité le passage donc, de la procureure de Paris qui disait que c'était une hypothèse. Effectivement, ils ne peuvent pas fermer certaines portes, mais ce n'est pas l'hypothèse privilégiée. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort énormément dans les échanges que j'ai pu avoir avec les policiers. Et là, ce qu'a dit hier la procureure de Paris, c'est plutôt l'idée d'une commande et d'un réseau de crimes organisés. Alors, c'est là où vous parlez de... Moi, j'aimerais bien qu'on explique, parce que ceux qui nous écoutent disent une commande. Une commande de qui? Le crime organisé, c'est quoi? Comment ça marche finalement? Si c'est une commande, ça veut dire que quelqu'un est prêt à payer donc 88 millions d'euros. Non, une somme qui va être extrêmement dérisoire par rapport à la valeur des pierres et puis la valeur historique de tout ça. Mais je vous entendais parler de commando d'élite. Il faut quand même remarquer qu'ils sont partis en s'enfuyant, en laissant tomber une couronne qui coûte assez cher. Donc c'est quand même pas... C'est peut-être des professionnels, mais pas un commando d'élite. C'est des gens qui sont déterminés, qui ont fait un minimum d'investissement. L'investissement n'est pas énorme. Hein. Vous volez une nacelle et vous volez sans doute, parce que j'imagine que les T-Max se sont volés aussi, vous volez 2 T-Max et vous êtes a priori 4. Il y aura sans doute des complices derrière. Donc c'est pas énorme comme investissement. Ça rapporte beaucoup. Il y a effectivement la question des complices aussi sur le terrain, si je puis dire, en tout cas au musée du Louvre. Certaines sources policières me disaient que voilà, aujourd'hui, ce qu'ils essayent aussi de faire, c'est essayer de comprendre est-ce que potentiellement il n'y avait pas des complicités sur place. Alors l'avocat justement Thibault de Montbrial est intervenu sur ce sujet dans Point de vue lundi. Il évoquait la possibilité d'une complicité en interne. Je vous propose qu'on l'écoute. On a dit c'est l'œuvre de professionnels. Le sont-ils tant que ça? C'est impossible de répondre à cette question, mais je pense que oui, un minimum, parce qu'il faut, il faut un minimum, il faut de la détermination et si vous voulez, il faut être suffisamment professionnel pour connaître les failles du système. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur une complicité interne. J'ai aucune preuve, hein, mais là, comme ça, en constatant les choses, je pense que ce sont, moi, si vous voulez, j'ai eu des dossiers comme avocat avec des braquages décidés 2 heures avant par des abrutis en mal de cannabis. Manifestement, c'est pas ça. Est-ce qu'on croit à cette complicité en interne, c'est possible? Ou est-ce que finalement, des personnes qui auraient bien fait leur travail, pardon de le dire comme ça en amont, qui seraient venues vérifier la manière dont les lieux fonctionnent, qui seraient venues sur place dans un premier temps visiter, seraient capables aussi de mener cette opération? Alors vous avez raison, il va falloir remarquer sur les vidéos internes du musée s'il y a eu des repérages. Si tant est qu'il y ait effectivement eu des caméras. Vous regardez, c'est très long, très fastidieux. Et puis, parce qu'il y a des heures d'ouverture au public, s'il y a une caméra sur cette zone-là, c'est donc le boulot que sans doute vont faire les enquêteurs. Ensuite, je remarque sur le professionnalisme ou pas, il y a quand même aussi le fait qu'ils sont, comment dire,
extrêmement sûrs d'eux, il n'y a pas de violence. Donc, C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de braquage. On ne peut pas parler de braquage parce qu'il n'y a pas d'armes apparentes. D'accord. Et en même temps, il n'y a pas... personne n'a été violenté. Il y a des gens qui ont été menacés. Apparemment, celui qui a vendu sa nacelle a été menacé physiquement, mais il n'a a priori pas de coup. Pas de coup non plus au moment de l'opération. Donc ça veut dire que c'est quand même des gens qui ont assez de sang-froid pour ne pas se sentir obligés. Et ce n'est pas l'objectif de leur opération, on le comprend bien. Ils sont concentrés sur cet objectif premier qui est le vol des joyaux. Et déterminés. Après, sur la complicité, bien sûr qu'à chaque fois, on se pose cette question-là. On sait quand même que pour cette fameuse nacelle, c'est des membres du personnel du Louvre qui ont permis d'éviter qu'elle soit brûlée. En tout cas, on a des éléments qui vont dans ce sens. C'est ce qui a été dit, mais je pense que le Louvre a tout intérêt à expliquer qu'ils ont fait leur travail. Donc après, il y a une enquête qui est là, et je pense que ça fait partie aussi des éléments de l'enquête judiciaire, et ce sera nécessairement l'enquête administrative qui va pouvoir établir, et peut-être que le rapport sera public. Margot Dademar, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent. C'est un sujet qui est très inflammable sur les réseaux sociaux, qui intéresse énormément, qui fait parler la presse étrangère. Tout le monde y va de ses hypothèses, de ses supputations. Ça donne un volume d'informations immense et surtout beaucoup de fake news. Alors, effectivement, là, il y a eu tout un tas de fausses informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, où il y a eu une vidéo générée par l'intelligence artificielle qui montrait, soi-disant, des scènes, enfin, une scène non pas du braquage, donc, mais du cambriolage. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les affaires judiciaires. Je pense notamment à l'affaire Jubillar, où il y a eu déjà des vidéos générées par l'IA, qui ont circulé sur TikTok ou qui montraient un faux verdict où, soi-disant, après les aveux de l'amant, Cédric Jubillar aurait été condamné, etc. Donc des fausses informations qui ont circulé. Ça, c'est fréquent dans les affaires judiciaires, en tout cas aujourd'hui. Là, c'est tellement grave qu'il y a même une plateforme donc, qui, normalement, devrait voir le jour sur le site du musée du Louvre. En tout cas, c'est Rachida Dati, donc la ministre de la Culture, qui l'a annoncé dans un tweet. Voilà, à voir quelles vont être les modalités de cette plateforme et comment elle va fonctionner et qui pourra y avoir accès. Et nul doute aussi que la police va recevoir un certain nombre d'informations parce qu'il y a des gens qui auront intérêt à balancer. Et alors, soit pour exister, et donc ce seront des renseignements bidons, ou soit parce qu'ils imaginent qu'au bout du compte, il y aura une récompense. Et que, il va falloir faire un tri. Hein. Bien sûr, il va falloir faire un tri. Mais ça, c'est habituel. Dès l'instant où il y a une affaire médiatique, il y a toujours des gens qui se manifestent. Cette plateforme qui a été demandée par Rachida Dati devrait apparaître sur le site du musée du Louvre. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée pour le moment, donc elle n'existe pas a priori pour l'instant, ou elle est difficile à trouver. Pourquoi est-ce que c'est important d'invalider rapidement certaines fausses informations? Ça nuit à l'enquête, ou les enquêteurs savent tout à fait faire la part des choses et sont largement au-dessus de ces considérations? Alors je pense que pour les enquêteurs, c'est un autre problème. Il y a le sujet de la ministre de la Culture qui n'a pas envie qu'il y ait un certain nombre d'informations qui circulent. Et puis, il y a les Parce enquêteurs. Que c'est de la mauvaise presse? Je ne sais pas, mais... ça sème la confusion, je pense, non? Elle a envie de défendre sa maison, sans doute, et elle a envie de dire ce qui s'est réellement passé. Les enquêteurs savent ce qui s'est réellement passé, enfin, ce qu'on leur a dit. Voilà, donc eux, tout ce qui est à côté, ils savent que c'est des bêtises et qu'ils n'ont pas besoin d'aller au-delà. Mais je pense qu'il faut quand même être attentif à tout, parce que dedans, il peut y avoir à un moment donné une information, et on ne peut pas négliger quelque part une information, quelqu'un qui va vous donner un petit élément sur un comportement suspect. Oui, il ne faut pas passer à côté non plus d'un indice potentiel, c'est là Exactement. Où c'est compliqué. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les intérêts sont différents. Quelles devraient être les futures étapes de l'enquête? À quoi on doit s'attendre, ceux qui nous écoutent, qui suivent avec avidité cette actualité et qui se disent qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochains jours? Qu'on arrête les gens, qu'on retrouve les pierres. Alors un mandat d'arrêt peut-être international, pour le cas, je pense encore au cas de la mise en examen dans le Muséum d'histoire naturelle, où là il y a eu un mandat d'arrêt européen qui a permis justement à Barcelone son arrestation. Interpol, donc. Mais parce que la personne avait été identifiée avant. Exactement. Donc première étape, il faut identifier les personnes. Deuxième étape, immédiatement, il y a un mandat d'arrêt national et international si c'est nécessaire, européen, c'est ce que c'est plus pratique. Et puis ensuite, retrouver les pierres. Et identifier le réseau petit à petit, et en trouvant l'un d'eux, on peut toujours tirer le fil. Il y a deux solutions, on retrouve les pierres et après on voit ce qu'il y a derrière, ou soit on amène jusqu'au réseau et on a le reseller final. Quelle est la probabilité pour que les voleurs soient encore en France?
Franchement, je ne sais pas, parce que toutes les hypothèses sont ouvertes encore aujourd'hui. Donc, soit ils sont planqués dans un coin, ils ont planqué les affaires, et ils attendent que le premier moment de tension... Peut-être eux-mêmes ont-ils été surpris par l'ampleur que ça prenait. Vous pensez ? C'est possible. Mais c'est vrai que vous-même, vous n'avez pas été surprise de J'ai voir été surprise par l'ampleur que ça prenait à l'international, pour être honnête, plus qu'en France peut-être, puisqu'en France, je m'attendais à une émotion assez naturelle par rapport à notre patrimoine qui est touché en plein cœur. Mais à l'international, non, je ne pensais pas que ça ferait la une, par exemple, d'un JT chinois. Ouais. Et donc, c'est une forme de surprise, oui. Ouais. Et j'imagine que du coup, le départ vers l'international est aussi plus compliqué puisque tout le monde surveille cette information. Peut-être que les malfaiteurs ont eux-mêmes été dépassés par leurs propres actes. Ouais, peut-être. Si on retrouve ces malfrats, ils seront probablement plus en possession des joyaux. Vous avez expliqué que c'était des recherches qui pouvaient s'alimenter. J'ai pas dit que c'était probablement plus. Ils peuvent être en possession, en tout ou partie. Ils ont intérêt ? Non, ils n'ont pas intérêt, mais ils n'ont pas intérêt à trop bouger non plus, parce que comme tout le monde surveille, ils ont intérêt peut-être aussi à se faire low profile. Est-ce que dans les affaires qu'on connaît et l'historique finalement des vols de notre patrimoine, il est fréquent qu'on retrouve et les voleurs et les pièces volées dans le même temps, ou en général ce sont des enquêtes qui sont en temps de temps? Alors, moi, je pense tout de suite à l'affaire de la Joconde qui avait aussi été volée au Louvre. Et la Joconde avait été retrouvée 2 ans après le vol. C'était un vitrier italien qui avait voulu, en tout cas c'est ce qu'il a dit à son procès, restituer la Joconde aux Italiens. Il avait donc volé la Joconde et il l'avait cachée, je crois que c'est sous son lit, en tout cas dans son appartement parisien pendant 2 ans. Et finalement, il avait été dénoncé par c'était un commissaire-priseur italien ou florentin il avait essayé de lui vendre. Il avait dit mais c'est la Joconde. Et il avait alerté la BRB a retrouvé un vol quand j'étais directeur à un Picasso, il me semble derrière un frigidaire. Il était planqué derrière un frigidaire. Ouais. D'accord, donc c'est finalement dans notre quotidien, dans les éléments du commun qu'on peut aussi retrouver ces joyaux. Vous ne seriez pas surpris qu'ils soient à 100 km de Paris dans un frigo? Peut-être. C'est possible. Peut-être, oui. Qu'est-ce que risquent ces voleurs? Et ils risquent les peines qui sont prévues par l'infraction qui est visée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le vol en bande organisée et l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire au moins 10 ans de prison, non? Et pour le commanditaire, est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Comment est-ce Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Il serait donc lié par cette peine. Et sous réserve qu'on ne retrouve pas d'autres choses, si on rajoute des armes, des trucs. Si c'est par exemple lié au grand banditisme, comme on l'imagine, ça pourrait être lié à du narcotrafic et donc. Ah ben, ce serait une autre infraction. Ça serait encore une autre infraction. Ouais. Trafic de stupéfiants, ouais. Les visiteurs qui ont pu retrouver le Louvre aujourd'hui, qui était ouvert après la fermeture, donc dimanche évidemment suite au vol, lundi et mardi. Mardi c'est habituel, mais on le précise quand même. On imagine qu'il y a un peu d'inquiétude. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet quand on se rend au musée du Louvre? On est touriste, on est parisien. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ou finalement il n'y a pas de probabilité qu'il y ait un braquage, un vol, quel qu'il soit dans les prochaines semaines? Je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je me souviens d'une semaine, je crois que c'était cet été au château de Versailles, il y avait eu toute une semaine où tous les jours il y avait des alertes à la bombe ou des tentatives de on ne sait quoi, etc. Et à chaque fois les gens étaient... À des faits ricochés. Oui, et puis les gens continuent à revenir, c'est-à-dire que voilà... La vie continue. Oui, et puis je pense que la préfecture de police a pris les mesures qu'il fallait pour assurer la sécurité périmétrique, parce qu'il y a aussi la protection des conditions de travail des agents du Louvre aussi. Bien sûr. Vous avez raison de le préciser. Merci beaucoup Christian Flech, merci beaucoup Margot Dadémar d'être venue sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous informer sur cette enquête et ces derniers éléments. On continuera évidemment à suivre ça dans Bienvenue en Ile-de-France et en attendant, on passe à l'entretien culture. Si nous passons un tiers de notre existence à dormir, il est évident que cela représente une matière propice à la création artistique. Depuis l'Antiquité, les artistes se sont intéressés à ce moment de lâcher-prise entre détente, rêve et cauchemar qui exploitent nos imaginaires. C'est justement le propos de cette exposition au musée Marmottan-Monet intitulée « L'Empire du sommeil » dont on parle avec vous, Laura Bossy. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Vous êtes commissaire de cette exposition. Le sommeil, c'est vrai que c'est un état très particulier, caché à la frontière du réel. On l'on aussi entre le repos, les rêves, les cauchemars, les fantasmes. C'est une matière qui est
intrinsèquement passionnante pour les artistes? Ah oui, je crois que quasiment tous les artistes, depuis toujours, ont peint leurs proches, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs époux, leurs enfants dans le berceau, et même leurs animaux familiers, des chiens, des chats, etc. D'abord pour des raisons toutes simples, que le modèle endormi ne bouge pas. est le modèle idéal, il ne bouge pas. Mais aussi pour des raisons plus profondes, parce que dans le sommeil, on s'abandonne et on montre quelque chose de soi qu'on ne montre pas pendant la veille où nous sommes plus contrôlés. On s'abandonne. Oui. Et c'est aussi une sorte de porte vers l'inconscient qui est un peu différente que celle, par exemple, essayer de trouver Freud avec la psychanalyse, où paradoxalement il essaye de étudier le rêve en abandonnant le regard et en passant par la parole. Donc, pour nous montrer ce que cet inconscient révèle de nous, et c'est très intéressant parce que c'est souvent ce qu'on peut lire au travers des œuvres des artistes que vous présentez. Vous êtes neurologue et historienne des sciences. Qu'est-ce qui vous intéresse tout particulièrement dans nos nuits, dans notre sommeil ? Disons, quand Éric Desmazières, le directeur du musée Marmottan, m'a proposé de construire cette exposition, évidemment j'ai accepté avec enthousiasme parce que, bon, premièrement, j'étais un peu étonnée qu'il n'y a jamais eu d'exposition, disons, artistique sur ce sujet, quand il y a une matière qui est en même temps très fascinante et extrêmement intéressante et parlante. Donc il y a en même temps la beauté et aussi la recherche de quelque chose d'autre. Voilà. Et je me suis un peu intéressée au sommeil dans mon passé de scientifique, mais c'est loin. Et donc, j'ai vu que, finalement, la science du sommeil est très récente. Disons, en termes historiques. Pour nos vies, elle est peut-être longue, parce que, bon, les premières études qui se veulent scientifiques du sommeil, pas du rêve, parce que là, ça date de la médecine grecque, ça date du milieu du 19e, et les premiers... La médecine du sommeil date des années 70. Donc c'est relativement récent. Donc c'est relativement récent. Elle nous apprend beaucoup de choses d'ailleurs, parce que dans les laboratoires du sommeil, on mesure plein de paramètres physiologiques, etc. Surtout dans le but de comprendre la fonction et le trouble du sommeil. Mais c'est quand même parfois, et on le voit dans l'exposition, notamment dans un exemple, parfois on a constaté que les artistes avaient déjà vu ça bien avant les scientifiques. Qu'on a étudié ensuite, vous avez raison de le préciser. Justement, dans cette exposition, vous nous montrez les différentes représentations du sommeil au travers de 8 chapitres thématiques, puisque depuis l'Antiquité, les artistes se sont saisis de cette matière et de ces labyrinthes, parce qu'on va voir qu'il y a différentes manières d'aborder le sommeil. On va commencer en douceur avec un sommeil apaisé, que l'on pourrait résumer dans l'œuvre de John Everett Millais, Mon deuxième sermon, où l'on voit cet enfant dans sa cape rouge, assoupi, les mains bien au chaud et ce visage reposé à un visage d'ange. Ici, le sommeil rime clairement avec bonheur et avec apaisement. Ah oui, on a commencé l'exposition avec le thème du doux sommeil. Donc le sommeil pur bonheur, etc. Et il y a beaucoup de tableaux qui montrent ça, et vous avez fait un excellent choix. Ça, c'est la petite fille de l'artiste, la fille même de l'artiste, qui s'est endormie à l'église, en fait. Et il a peint 2 tableaux. Le premier sermon où elle est alerte, et le deuxième qui devait être un peu trop long, où elle s'endort. Et manifestement, ça montre beaucoup de choses. Ça montre un doux sommeil, mais ça montre aussi qu'on peut s'endormir. Par exemple, n'imaginez pas que dans l'exposition, il y a beaucoup de personnes au lit, etc. On peut s'endormir à l'église, au temple, dans ce cas-là, c'est l'Angleterre. En plein air, on en a un tableau qui montre Rousseau endormi dans sa grotte. Et voilà, dans beaucoup de lieux. C'est témoin aussi d'une forme de vulnérabilité, finalement. Oui. Il y a aussi le doux sommeil qui est doux parce qu'on oublie les peines. Il y a dans cette section aussi un tableau très émouvant de Pélez qui montre un des rares tableaux de l'exposition qui montre qu'il y a aussi un contenu, disons, social. C'est un enfant, avant l'interdiction du travail des enfants, qui vend des violettes et qui s'est endormi dans la rue complètement plein travail, finalement. Fatigué, etc. Mais bon, le sommeil
est un pur bonheur, mais il a toujours quand même un côté un peu ambigu. Et plusieurs facettes. Voilà, qu'on a essayé de retracer dans les sections suivantes. Les artistes ont quand même profité de ces instants, et vous le disiez en introduction, pour représenter les êtres aimés. C'est vrai que, indépendamment de l'absence de mouvement, qui ont fait, vous l'avez rappelé, des modèles excellents, c'est aussi un moment où on peut déguster, apprécier, avec un regard doux, celui qui dort. Oui, un regard doux ou un regard, on le verra peut-être après, mais j'ai choisi 2 tableaux pas très connus de Monet, qui est aussi un hommage au musée. L'un, c'est son fils, Jean, qui est dans la toute première salle, qui est endormi avec sa poupée. Et ça, effectivement, c'est un regard magnifique. Mais le peintre a peint aussi, dans la section qui est dédiée au sommeil, qui peut ressembler à la mort, à Hypnos et Thanatos, il a peint sa femme morte sur son lit de mort pour en garder le souvenir. On aura l'occasion évidemment de continuer à en parler. Pour mieux comprendre ces différentes facettes du sommeil, vous avez choisi de faire référence aux figures du sommeil dans la Bible. Dans la Bible, le sommeil appartient notamment à la symbolique des origines et convoque Adam, endormi pendant la création d'Ève. On découvre aussi les dangers d'un sommeil troublé par l'ivresse. Ça, c'est avec Noé. Le livre de Job, lui, évoque les insomnies qui sont liées au tourment de l'âme. La résurrection, elle, est l'occasion de montrer la mort comme un sommeil dont on peut se réveiller. C'est par exemple le cas dans l'œuvre de Gabriel von Max, la résurrection de la fille de Jaïr. On se rend compte à quel point, dans la Bible, dans les textes, le sommeil est présent et est multiple dans ses interprétations. Oui, il est très présent. J'étais moi-même étonnée quand j'ai relu la Bible, donc l'Ancien Testament et les Évangiles, dans cette optique. Il est présent tout le temps. Mais il y a une évolution entre l'Ancien Testament et les Évangiles, parce que dans l'Ancien Testament, on voit quasiment toutes les facettes du sommeil, du plus matérialiste. On décrit aussi le sommeil du riche qui a trop de soucis, ou de celui qui a eu un dîner trop rempli, ou aussi le danger du sommeil lié justement à l'alcool, au vin, avec un chef-d'œuvre de Bellini qui est l'ivresse de Noé, où on voit le vieillard qui a bu du vin de sa vigne, et un de ses fils le découvre nu et se moque de lui, les autres le recouvrent, etc. Et c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais il y a aussi d'autres œuvres qu'on n'a pas pu montrer, mais qui sont d'autres épisodes de ce genre, et qui sont décrits, comme évidemment Judith et Holoferne, qui montrent les dangers du sommeil. Mais dans le Nouveau Testament, justement, avec la foi en la résurrection, le sommeil n'est plus vu à travers le prisme de la mort, mais c'est la mort qui est vue comme un sommeil dont on peut se réveiller. Oui, dont on peut vous réveiller, en fait. Et là, on a ce chef-d'œuvre de Gabriel von Max que vous avez choisi, qui montre la résurrection de la fille de Jaïr. Épisode magnifique, d'ailleurs, qui vient dans l'Évangile, juste après l'épisode aussi très parlant, où Jésus s'endort en pleine tempête, ce qui montre que le sommeil est un signe de confiance en Dieu. Et après, évidemment, les apôtres ont peur, le réveillent, ils calment la tempête, etc. Et tout de suite après, il se rend chez Jaïr, dont la petite fille est morte. Et il dit, mais non, ne vous inquiétez pas, Talitha Koumi, elle n'est pas morte, elle dort. Et il lui dit, fille, réveille-toi et lève-toi. C'est ce que ce tableau montre, avec le détail qu'on voit à peine avec la mouche sur le bras, qui est un détail que moi je trouve extrêmement troublant, et qui montre qu'elle vient de la mort, qu'elle vient du monde. Et là, c'est Jésus qui lui prend la main et la réveille. Sommeil et mort ne sont jamais bien éloignés, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous nous parliez notamment de Monet. En effet, dans la mythologie grecque, la nuit, Nyx, engendre le sommeil, Hypnos et la mort, Thanos, chacun avec leur représentation. C'est important, cette frontière finalement assez poreuse entre le sommeil et la mort et ses représentations? Oui, ça l'a été évidemment dans toute la mythologie grecque surtout, et qui est quand même, qui a été revivifiée pendant la Renaissance et qui est arrivée jusqu'à nous. Et elle est très présente dans la littérature et dans la poésie notamment. Il y a énormément d'archives littéraires et poétiques qui montrent cette proximité, y compris dans la poésie moderne.
en fait, Thanatos, la mort, et Hypnos sont des frères jumeaux, peut-être selon ce que raconte Hésiode, et ils sont les enfants de la nuit qui crée donc qui impose donc le sommeil à tout le monde. Là, vous montrez un très magnifique ce tableau. Un très beau tableau d'une femme peintre, de Morgane. Nuit et sommeil. Oui. Donc le sommeil qui distribue les pavots. Les pavots sont donc parmi les plus anciens symboles de l'endormissement, parce qu'on a tiré justement le sucre de pavot, c'était l'opium, c'était un des médicaments les plus anciens, et qui a d'ailleurs été après repris aussi avec le laudanum, etc. Mais ça faisait déjà partie de la thériaque, donc de toute la médecine ancienne. Et on le verra à plusieurs reprises dans l'exposition, le pavot comme symbole du sommeil, mais par transposition aussi de la mort. Après le dieu de la mort, Eros, celui du désir, de l'amour, avec cet Éthiope endormi, symbole de sensualité, le sommeil peut à lui seul être érotique, se révéler un objet de désir. Il y a les thématiques évidemment des belles endormies, abondamment traitées par les artistes, de Rembrandt à Picasso, dans des manières de faire extrêmement différentes, les nymphes de la peinture néoclassique également, jusqu'à la Belle au bois dormant. On se rend compte finalement de l'érotisme aussi de ces nuits, évidemment. Oui, mais peut-être moins du sommeil, c'est là où c'est plus intéressant. Oui, en fait, il y a l'érotisme du sommeil, ou le sommeil comme passage de l'enfance à l'âge adulte, etc., est évidemment présent dans les contes de fées. Donc on a un petit coin de l'exposition qui est dédié à la Belle au bois dormant, d'Andreusian, donc là je cite les œuvres dans la langue originelle, mais on a tous vécu ça quand on était enfant, mais dans la mythologie, je crois qu'il y a un regard et sur l'érotisme masculin et féminin. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait plus de femmes nues ou dans la section érotique ou globalement de l'exposition. J'ai pris la peine de compter. Et il y a exactement le même nombre. D'accord, donc 34 ce n'est pas que des belles endormies, ça peut être des beaux endormis. Ah oui, on a des endymions magnifiques, parce que il y avait la lune, Sélénée, qui était tombée amoureuse du plus beau berger, etc. Et donc, on a deux magnifiques tableaux du mythe d'Endymion. Mais il y a aussi quand même un des mythes les plus connus, qui est Eros et Psyché. Donc, Psyché qui tombe amoureuse de Eros, donc les dieux de l'amour. Et ça, c'est représenté en peinture, en sculpture, par Rodin et par d'autres. Et bon, on n'a pas pu mettre une grande sculpture de l'hermaphrodite, mais on aurait pu, parce qu'il y a un regard érotique sur le sommeil des deux sexes. Et en sculpture, on a eu un prêt magnifique d'une sculpture du grand sculpteur italien Arturo Martini, la Pisana, qui est un magnifique nu de femme endormie. Et là, ça me donne l'occasion de dire deux mots sur... le sommeil est magnifiquement représenté en sculpture. Évidemment, le rêve, parce que... la sculpture peut montrer toutes les différentes attitudes du sommeil. Et j'ai essayé de les montrer. Et on peut tourner autour, on peut regarder les postures du corps aussi, pas seulement le visage. Par contre, évidemment, pour les rêves, il n'y a rien de mieux que la peinture ou la gravure. Et donc, on a quand même, dans l'exposition, veillé à voir tous les différents médiums possibles. Encore une fois, toutes les facettes, tous les médiums de aussi nos les nuits médiums. Et du sommeil. Oui, on a beaucoup de peinture, évidemment, mais on a aussi beaucoup de magnifiques sculptures, des gravures, beaucoup d'œuvres sur papier, des livres. Et malheureusement, on ne peut pas montrer au musée Marmottan, qui est magnifique, mais pas très grand. On ne peut pas montrer faire une sélection. On ne peut pas montrer le cinéma, ou on ne peut pas montrer la musique. Mais c'est aussi un réservoir incroyable de création artistique sur le sommeil. Magnifique de création sur le sommeil. Vous évoquez aussi évidemment l'univers des rêves, celui du sommeil qui peut être plus troublé, qui peut être dénué de raison. Ça donne des tableaux et des œuvres absolument magnifiques. Vous traitez enfin le lit comme la matérialisation de notre sommeil, oui, avec la chambre à coucher qui est un peu le symbole de nos nuits. Cette exposition, elle est faite pour qui? À qui avez-vous envie de l'adresser?
En fait, je pense que c'est une exposition qui s'adresse vraiment à tout le monde, parce que du plus savant à l'enfant, parce qu'on peut y trouver chacun une réponse. Une réponse à une question, mais tout simplement aussi des œuvres magnifiques. Oui, parce que la sélection est absolument superbe pour cette exposition au musée Marmottan-Monet, l'Empire du sommeil. Merci beaucoup Laura Bossy d'être venue nous en parler dans Merci beaucoup à vous. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Activité en plein air, la cueillette nous permet de nous reconnecter à la nature et de nous offrir une activité en extérieur ludique. Et avec un objectif bien précis, s'il ne faut pas tomber dans l'excès évidemment, la cueillette peut devenir une activité à part entière où l'objectif est de faire les plus délicieuses trouvailles et d'en goûter le fruit une fois chez soi. Oui, mais quand il s'agit des champignons, mieux vaut être vigilant. On va poser toutes nos questions à un expert. Mathieu Andro, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur du site Identifier les champignons et j'ai envie de vous poser des questions sur déjà la dotation de l'Île-de-France en champignons. Est-ce que nous sommes un terroir, un territoire qui nous permet d'en trouver beaucoup et de grandes variétés? On a quand même des massifs forestiers assez intéressants. On a Rambouillet, la forêt de Rambouillet. C'est plutôt là que moi, d'ailleurs, j'ai tendance à aller. Mais on a aussi Fontainebleau. Et donc, je pense qu'on se défend pas mal, quand même, en termes de cueillette de champignons. Quelles sont les variétés qu'on peut trouver? Alors, en ce moment, en fait, on trouve plutôt du cèpe. C'est pas mal, le cèpe. Oui, c'est déjà pas mal. Les trompettes de la mort aussi. En fait, on en trouve un petit peu en ce moment. Il y a des pieds de mouton. Voilà, il y a pas mal d'espèces différentes, mais je ne sais pas si tout le monde les connaîtra ici. Vous avez parlé de la période de l'année. Ça commence quand, la cueillette des champignons, et ça finit quand? Oui. Alors, ça commence, moi je dirais plutôt autour du mois de fin mars, début avril, avec les morilles, qui sont quand même assez sympas aussi à trouver. La reine des champignons, la morille. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, on va commencer à trouver, dès le printemps-été, les girolles avec les orages d'été. On trouve pas mal de girolles. Et puis là, maintenant, quand on arrive autour de la mi-octobre, en fait, c'est vraiment le meilleur moment. La mi-octobre, d'habitude, cette année n'est pas très bonne, mais d'habitude, la mi-octobre, c'est vraiment le meilleur moment pour trouver notamment des cèpes. Et puis, par contre, ça se termine, je dirais, quand même en janvier. En février, il n'y a quasiment plus rien, hormis peut-être des oreilles de Judas. C'est les champignons qu'on trouve dans les soupes chinoises. Ah, bien sûr. Voilà. On en trouve en Île-de-France. Alors, on en trouve en Île-de-France, c'est plutôt sur les arbres morts. Et en fait, on dit que ce sont des oreilles de Judas parce que Judas, après avoir livré le Christ, se serait pendu sur un arbre. D'où le nom. Voilà, d'où le nom. Quels sont les coins à champignons en Île-de-France? Vous nous avez parlé de Rambouillet, vous nous avez parlé de Fontainebleau. Je sais que c'est une question très très compliquée parce que les aficionados ne veulent évidemment pas donner leur coin à champignons. C'est un peu des infos qu'on se refile sous le manteau. Mais si on devait expliquer à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on a les meilleures chances d'en trouver? Alors, pour bien trouver les espèces de champignons, je pense qu'il faut s'intéresser aux arbres, en fait. Si on s'intéresse aux chênes, par exemple, aux châtaigniers, on a quand même des chances en ce moment de trouver des cèpes. Mais après, ça ne fait pas tout. Il y a aussi, et puis il y a des années, on trouve des champignons à certains endroits, d'autres années, on n'en trouve pas. Il y a quand même quelque chose, je pense, qui est intéressant, c'est aussi d'être bredouille. Être bredouille, c'est aussi apprendre à mieux savourer le moment où on ne l'est pas. Et je pense qu'il y a aussi... ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du plaisir. Moi, des fois, je me satisfais aussi d'être bredouille parce que je me dis, sinon, j'aurais plus de plaisir à aller aux champignons, en fait, si c'était facile. Comment est-ce qu'il faut s'équiper pour partir en cueillette? C'est quoi l'équipement du parfait cueilleur de champignons? Alors, moi, je vous conseillerais de mettre des bottes et des pantalons, plutôt des pantalons de chasse, parce qu'en fait, il y a des tiques. Et donc, les tiques, il faut quand même faire un petit peu attention à la maladie de Lyme, notamment. Et sur un jean, malheureusement, les tiques ont tendance à bien réussir à s'accrocher, à remonter jusqu'à la peau. Donc, il faut être quand même un peu vigilant. Mais sinon, il faut aussi avoir un panier. En fait, c'est mieux d'avoir un panier parce que la sporée, c'est-à-dire c'est finalement la reproduction des champignons, en fait, elle va pouvoir s'échapper du panier. Et donc, on va un peu disséminer les espèces pour les prochaines fois. D'accord, donc un panier et un bon équipement. Et pour ne pas se blesser, et pour ne pas avoir de problème avec les tiques, une fois correctement équipé, il va falloir avoir la capacité à reconnaître ces champignons, il va falloir avoir l'œil. C'est quoi les indicateurs importants? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Alors, en fait... En gros, la chose qu'il faut regarder en premier pour identifier des espèces, c'est ce qu'on trouve sous le chapeau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux grandes types de champignons. En fait, il y a ceux qui ont des tubes. En fait, ça fait comme une mousse sous le chapeau, comme les cèpes, par exemple, et ceux qui ont des lamelles. Mais en fait, ça ne suffit pas évidemment à identifier. Il y a plein de caractères différents. Moi, je dirais qu'en fait, ceci dit, alors c'est peut-être pas très politiquement correct de le dire, mais je pense que l'intelligence artificielle, pour le coup, peut vous aider. Vous faites une photo, vous la soumettez à ChatGPT
ChatGPT ou à d'autres outils, hein, bien évidemment. Et je pense qu'en fait, il peut vraiment vous aider. Et puis surtout, vous pouvez lui décrire le champignon en donnant son odeur. Par exemple, tout ce qui n'est pas visuel. Donc l'odorat, on mobilise aussi, pas uniquement la vue et le toucher. Oui. On sent, on respire. Est-ce que l'odeur, une mauvaise odeur, peut nous indiquer tout de suite que c'est pas bon ou ça n'a pas toujours quelque chose à voir? Eh bien, si, par exemple, je pense à l'agaric jaunissant, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au rosée des prés. En fait, il sent un peu l'iode. Et c'est vrai qu'en fait, il pousse au même endroit, au même moment. Il y a très peu de caractères différents, hormis aussi une légère oxydation de type un peu jaunissant. Mais c'est surtout l'odeur, en fait, l'odeur d'iode qui permet de les distinguer. Donc c'est vrai que l'odeur est très, très importante pour les champignons. Est-ce qu'il y a une liste rouge absolue des champignons qu'on identifie très vite et cela, il ne faut absolument pas y toucher? Oui, alors on peut y toucher, hein, c'est pas très grave. En fait, il faut quand même des grosses doses hein, pour s'intoxiquer. Mais par exemple, c'est évidemment l'amanite phalloïde. Alors après, pour le crime parfait, hein, aussi, ça peut être assez utile. Vous avez le cortinaire des montagnes, alors qui pousse en altitude, donc il n'est pas facile à trouver en région parisienne. Mais le cortinaire des montagnes, en fait, va faire disparaître les reins au bout de 6 mois, ce qui fait que c'est un peu le crime parfait. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est génial, j'adore ça. Voilà. On se croirait dans une émission consacrée au crime et aux enquêtes non élucidées. Donc le médecin légiste ne trouvera rien, en fait, puisque personne n'aura plus de reins et il n'y aura plus rien dans l'estomac non plus, puisque le champignon aura été consommé il y a 6 mois. Incroyable. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus trompeuses que d'autres, des espèces de champignons, ou vous nous parliez tout à l'heure dont je ne me souviens plus? Oui, l'agaric jaunissant. Oui, l'agaric jaunissant est vraiment effectivement une espèce avec laquelle il faut faire attention, parce qu'elle pousse vraiment au même endroit, au même moment. Peut-être avec certaines coulmelles, certaines lépiotes, il faut aussi faire un petit peu attention à ce que, par exemple, bon, c'est des détails un peu techniques hein, que je vous donne, mais par exemple, si l'anneau coulisse, c'est le caractère qui permet de distinguer une lépiote qui est comestible. Alors, comment est-ce qu'on ne se trompe pas? Il y a des ressources qui existent, c'est le cas d'identifier les champignons. Le site que vous avez créé, ça marche comment? Eh ben, en fait, moi, j'avoue, j'ai fait ça il y a très longtemps. Hein, ça date de 2004, hein, ce site. Hein. J'ai détourné un plugin, en fait, WooCommerce, en fait, qui est pour des sites de logiciels libres comme WordPress. Et en fait, au lieu que ce soit des marchandises, en fait, moi, j'ai mis des espèces de champignons. C'est-à-dire que sur des marchandises, vous dites, bah, je veux telle marque, telle taille, telle couleur, etc., telle matière. Et bien là, en fait, vous dites, bah, je veux qu'il y ait des lamelles sous le chapeau, qu'il y ait telle odeur, telle couleur, etc. Comment est-ce qu'on fait si on a un doute sérieux? C'est-à-dire qu'on a utilisé, par exemple, votre site internet, identifier les champignons. On s'est rendu sur ChatGPT. On a senti, on a touché, on a observé le champignon et on a toujours un doute. Est-ce qu'on doit l'amener, je ne sais pas, en pharmacie? Alors, malheureusement, je crains que dans le cursus des pharmaciens, en fait, ce soit un peu moins mis en valeur la mycologie. Donc, je pense que quand on a un doute, il vaut mieux pas consommer, en fait, tout simplement. Reste prudent, hein. Ouais. À part si vous êtes joueur, hein. Après, vous pouvez faire des roulettes russes, après, à vos risques et périls, mais voilà. D'accord, donc on privilégie la prudence. Oui, moi, ça m'est arrivé de ne pas les manger parfois, hein, parce que il me manquait, j'étais pas certain. Ouais. Une fois rassuré, comment est-ce qu'on les cuisine? Comment est-ce qu'on les conserve? Comment est-ce qu'on les mange? Déjà, première question, est-ce que tous les champignons peuvent être consommés crus? Non, surtout pas. En fait, par exemple, même la morille, excellent la morille, mais crue, elle est toxique. Il faut même ne pas mettre quelque chose sur le couvercle. Il faut mettre faut pas mettre de couvercle par-dessus la poêle. D'accord. Pourquoi? Je sais pas exactement, en fait, à vrai dire. Mais en gros, il faut faire très attention. Il y a des toxines qui restent, je pense, si on laisse un couvercle dessus. Et donc, il y a plein d'espèces qui sont toxiques crues. Très peu d'espèces sont comestibles. Ce qui n'est pas le cas du cèpe, par exemple. Eh ben, le cèpe, oui, on peut le manger cru, effectivement. Je l'ai déjà fait, hein, donc rassurez-moi. Et oui. Alors attention quand même je pense que le risque est faible. J'ai peur. Mais attention quand même à l'urine de renard, peut-être. C'est quand même, vous savez que les fraises des bois, on dit qu'il faut... Mais je crois qu'en fait, c'est un peu too much. À mon avis, c'est pas si dangereux que ça. On fait attention, mais on ne tombe pas non plus dans quelque chose de phobia, qu'on fait attention. Sur les quantités qu'on peut apporter chez soi, je disais tout à l'heure qu'il faut être raisonnable. Malgré tout, c'est une ressource qu'on trouve dans la nature. Est-ce qu'on a une idée des quantités qu'on peut rapporter si on devient un dingue de cueillette de champignons? Alors, c'est vrai que moi, je recommande... Alors, déjà, pour des raisons de jurisprudence, je crois qu'en fait, on n'est pas autorisé à cueillir de très grandes quantités. Je ne sais pas lesquelles, hein, j'avoue, je ne me rappelle pas. Mais il faut aussi faire attention tout simplement pour sa santé. Parce qu'en fait, certains champignons récupèrent pas mal de métaux lourds. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça aussi. D'accord. Donc, pour l'environnement et pour sa santé, on y va en famille, on passe des bons moments, on cueille des champignons, mais en restant raisonnable et en continuant à faire attention. Et on se rend d'abord à Rambouillet et
À Fontainebleau peut-être aussi. À Fontainebleau peut-être pour essayer de maximiser ses chances. Pas de coin à champignons, vous nous en donnez pas. Je peux pas, sinon après je suis obligé de vous éliminer en fait. Oh l'enfer, d'accord Mathieu. Donc je vais chercher et dès ce week-end, faites-moi confiance. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette cueillette aux champignons. On rappelle que vous êtes le fondateur du site Identifier les champignons où on peut prendre de l'information et on sait que c'est important pour ne pas se tromper et ne prendre aucun risque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir suivis dans Bienvenue en Ile-de-France. Moi je vous dis à demain, même lieu, même heure et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.